Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres. Invité de Cultura, Jean-Kouka Bouendo, auteur de Histoire de Nkayi, département de la Bouenza, un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan Congo. Bonjour Jean-Kouka Bouendo. Bonjour monsieur le journaliste. Alors il faut mentionner que Jean-Kouka Bouendo, vous êtes né naturellement au Congo, vous êtes congolais, n'est-ce pas? Bien sûr. Professeur certifié des lycées en mathématiques, vous êtes reconverti administrateur des SAF. Tout à fait. Et vous avez été attaché administratif à la présidence de la République, directeur de cabinet du premier secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, directeur du cabinet de l'administrateur maire de la ville de Nkayi. Bien sûr. Vous avez été aussi vice-président du bureau exécutif du conseil départemental de la Bouenza. Bien sûr. Et il faut dire, depuis les élections de 2017, vous êtes député national, donc député à l'Assemblée nationale et élu donc de la circonscription unique de Nkayi. Bien sûr. Dans le département de la Bouenza, naturellement, et nous sommes en République du Congo. Bien sûr. Alors, je mentionnais tout à l'heure que vous êtes auteur de Histoire de Nkayi, département de la Bouenza. Est-ce parce que vous êtes l'élu unique donc de la circonscription unique de Nkayi, qui a été à l'origine, n'est-ce pas, qui vous a motivé à commettre cet ouvrage, ou d'autres motivations, n'est-ce pas, ont présidé à la commission de cet ouvrage? Non, bien plus que ça, parce que bon, vous savez que dans nos localités, souvent l'histoire que les ancêtres nous ont léguée est transmise par l'oralité. Et généralement, quand les vieux s'en vont, donc tirent leur révérence, nous perdons tout. Et c'est pourquoi nous qui avons eu l'occasion, la chance de côtoyer un certain nombre des anciens, nous avons écouté beaucoup de choses. C'était vraiment le moment de pouvoir fixer ça sur du papier pour que ça puisse bénéficier aux générations futures. Ne dit-on pas que lorsque un vieux en Afrique, lorsqu'un sage meurt, un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc les paroles s'en vont, les écrits restent. Et donc c'est par devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, et naturellement, vous le mentionnez, Jean-Kouka Bouendo, vous le mentionnez dans votre introduction, vous le mentionnez également dans l'avant-propos. Il faut dire qu'un vrai travail de fourmi a été fait, ce qui vous a permis naturellement de remercier tout ce que vous a accompagné dans ce travail, de recueillement, de collecte, n'est-ce pas, la collecte des informations. Parce qu'il faut mentionner en passant que cet ouvrage se présente comme étant une vraie carte de visite, n'est-ce pas, de la localité de Nkayi, voilà. Donc qui englobe la ville de Nkayi. Voilà, il faut le dire et vous le mentionnez naturellement dans l'introduction et l'avant-propos, n'est-ce pas, que vous nous présentez de l'entame du livre. Voilà. Alors, vous venez de mentionner les quelques motivations, mais et pourtant on dirait que c'est au moment où vous êtes élu de cette circonscription unique que vous décidez à le publier. Est-ce déjà pendant des années, vous êtes mis à faire ce travail, ou c'est un travail qui a été un peu le fruit d'une promesse de campagne? Bon, il faut dire que c'est un travail qui a été initié il y a un peu longtemps, mais j'ai accéléré l'activité au moment où nous étions en train de préparer la municipalisation accélérée de la Bouenza. Dans le cadre du comité de suivi des fils et filles de la Bouenza que nous avons mis en place, il nous avait été demandé en fait de faire l'historique de toute localité de la Bouenza. Ceux qui pouvaient le faire devaient le faire. Donc moi j'ai dû accélérer le travail que j'avais commencé un peu avant. Malheureusement, je n'ai pas pu le produire avant 2016. D'accord. Et ça a pris un peu du temps, c'est maintenant que ça sort. Voilà. D'accord. Voilà.
Et pourtant, ça reste un vrai travail, comme j'ai dit, une vraie carte de visite, et finalement, où tous les secteurs, n'est-ce pas, tous les secteurs jusqu'au au plus, n'est-ce pas, au plus ample détail, vous présentez cette carte de visite. En tout cas, c'est un bon guide pour tous ceux qui sont de la contrée. C'est vraiment ce qu'ils auraient pu écouter au Mbongi, que j'ai mis là-dedans pour la tradition, pour l'histoire de Kayi. Voilà, à l'époque Jacob. D'entrée de jeu, Jean-Kouka Bouyendo, vous mentionnez, n'est-ce pas, vous présentez la localité donc du Kayi également, cette histoire de Jacob en Kayi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette présentation de... Bon, il faut dire que je présente là la première phase, c'est comment la situation se présentait avant l'arrivée des Blancs. Et donc, disons que un peu comme toutes les localités, des gens qui sont... L'histoire est bien connue. Pour notre zone-là, ceux qui sont installés sur cette zone-là sont partis de Congorian-Totila. Donc, quand ils étaient dans cette zone, c'était encore fermé. Les Blancs arrivent bien après, mais quand les Blancs arrivent, ils étaient sur les zones côtières, ils n'étaient pas à l'intérieur. Donc toute cette localité était encore une localité vierge, jusqu'au moment où les Blancs sont arrivés et ont commencé naturellement à mettre en valeur les colonies. Et c'est en ce moment-là que, petit à petit, nous sommes passés de la chefferie traditionnelle à la chefferie coloniale. Oui. Avec également tous ces passages. Et pourtant, quand on regarde cette évolution telle que vous la présentez, à un moment, il y a une ressemblance, sinon des correspondances, n'est-ce pas, qui se font dans la configuration qui se présente à l'ère finalement post-coloniale. On a le sentiment, n'est-ce pas, ou l'impression d'avoir le même schéma qui existait bien avant. Est-ce que vous-même, en commettant cet ouvrage, vous avez vécu le même sentiment bien sûr, avant l'arrivée des Blancs et après l'arrivée des Blancs, Oui, mais il y a quand même des différences. Avant l'arrivée des Blancs, nous étions vraiment dans la tradition. Dans la tradition, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas vraiment... on pourra regarder dans le livre tout ce que j'ai écrit, mais il y a un changement, une évolution. En fait, il y a beaucoup de changements qui sont arrivés lorsque les Blancs ont commencé à sillonner l'intérieur du territoire. Voilà. Donc, nous disons qu'ils étaient dans les côtes pour ce que nous savons. Ils étaient en train de rechercher l'ivoire jusqu'au moment où il y a eu les problèmes d'esclavage, tout ça. Et donc, à ce moment-là, bien sûr qu'il y avait quelques raids, mais c'est lorsqu'il y a eu la mise en valeur des colonies qu'on a commencé véritablement à voir des changements au niveau de l'intérieur du territoire, donc la zone dont je parle. Voilà. Avant l'arrivée de Savona de Brazza, il y a eu, n'est-ce pas, un premier passage d'une mission, n'est-ce pas, des Blancs qui est arrivé. Et pourtant, lorsqu'on lit votre ouvrage, vous semblez donner plus d'importance au passage, n'est-ce pas, ou à l'arrivée de Savona de Brazza dans cette localité. Oui, il faut dire qu'avant l'arrivée de Savona de Brazza, il y avait déjà des Blancs qui passaient par là pour les problèmes de ce jeudi là, les trafiquants, les gens qui passent, l'esclavage, tout ça, bien sûr. Il y avait déjà quelques raids, mais c'est au moment où de Brazza arrive et commence à mettre en valeur la colonie. En passant par là, parce qu'il faut se dire que la contrée est située au passage de certaines routes caravanières. Donc la route, voilà, là il y a deux routes, bien sûr. La route caravanière qui va de Luango, Ludima, Bokosongo, Mindouli, Brazzaville, mais la route aussi caravanière qui va de Brazzaville, Komba, Bouansa, et on arrive à Ludima toujours, et on rentre dans le Kwilu, donc à Luango, parce que ça part toujours de Luango, avant qu'on fasse le chemin de fer. Alors, est-ce que personnellement vous avez la chance de rencontrer certains anciens, comme vous le dites, ou il faut dire peut-être, au moins les anciens, les plus anciens, je veux dire, ou c'est des générations un peu très proches de... je prends par exemple la génération... Et vous mentionnez aussi vos parents. La génération de mes parents,
et la génération de mes grands-parents. J'ai pu avoir la chance moi, j'ai pas été élevé par ma grand-mère. Ce n'est qu'après que je suis venu vraiment vivre au chef-lieu, donc à la ville, parce que tous ceux qui sont venus à Jacob n'étaient pas toujours à Jacob. Il y en a qui étaient un peu dans les villages un peu plus éloignés. Et moi, j'étais un peu dans les villages plus éloignés auprès de ma grand-mère. Donc, je peux dire que j'ai eu quelques informations de mes parents propres et de mes grands-parents, certains grands-parents. Voilà. Alors, dites-nous un mot sur, il faut dire, vous parlez des mouvements de regroupement des villages, mais ce que j'aimerais, c'est également ce que vous dites, n'est-ce pas? Il y a une question très importante que vous posez l'avant-propos dans l'introduction, où vous dites, généralement, on a de la peine, n'est-ce pas, aux jeunes générations, lorsqu'on pose la question, c'est de savoir pourquoi le nom de Caille, d'où est venu ceci, d'où il y a toujours cette peine. Est-ce que là, Jean Kouka Bouyendo peut nous dire un mot sur le nom, d'abord l'origine du nom Caille et Caille, et finalement, pourquoi il y a eu toutes ces mutations autour de... Bien sûr, j'en parle dans le livre. Dans le livre, naturellement. J'en parle. L'appellation originelle, c'est Caille, est déformé par le blanc Caille. Voilà. Mais en réalité, Caille, là, ça va du village d'un ancien chef de terre, un chef de terre, Ngouma Caille, qui a vécu là où se trouve actuellement l'emplacement du district de Caille-Otino. Et là où justement le blanc qui est venu mettre en valeur la localité de Caille-Otino avait construit son centre administratif. Et donc, Ngouma Caille était chef de terre, et quand Otino arrive, quand les premiers blancs arrivent, je voulais déjà parler d'Otino, c'est lui qu'on vient trouver, Ngouma Caille. Et dans la localité, on disait, bon, on va au village de Makaï, ou bien de Tatakaï, ou bien de Takaï. Mais pour les Blancs, ils ont appelé ça Caille. C'est pourquoi la localité où Otino va installer donc son centre, centre administratif va être appelé aujourd'hui, on l'appelle Caille-Otino. Donc en fait, ça veut dire que le village de Caille, et où Otino aussi est venu mettre un peu sa touche, et on appelle ça Caille-Otino. Et donc c'est ce Caille-là qui devient donc le nom originel. Mais par la suite, quand les travaux du chemin de fer se sont terminés, on a construit la gare de Jacob, et qui a été inaugurée d'ailleurs en 1933. Mais vous savez que le chemin de fer, lui, c'est en 1934 que tout le tronçon jusqu'à de Brazzaville-Pointe-Noire, ça a été inauguré en 1934 par le gouverneur Antonetti. Et le gouverneur Antonetti avait pensé qu'il fallait remercier ces ingénieurs qui ont travaillé durement pour la réalisation des ouvrages et la réalisation du chemin de fer. Et bon nombre des ingénieurs, par tronçon, ont été... on a donné les noms de ces ingénieurs à des localités. Et pour ce qui est de la contrée dont nous parlons, donc Caille, l'ingénieur qui a marqué la localité, c'est Léon Jacob. Il était ingénieur, et c'est lui qui a réalisé les ouvrages des ponts, les dallos, et tous les terrassements qu'il y a eu dans cette zone-là, jusqu'à vers l'entrée du Mayombe. Et Léon Jacob a été donc, pour lui rendre hommage, on a donné la localité de Caille, enfin la gare qui devait être appelée Caille, va être appelée, débaptisée, ou bien baptisée Jacob. Voilà. Vous avez mentionné de Jacob à Caille, voilà. Ce retournement qu'il y a. Maintenant, le retournement, c'est lorsqu'il y a eu la vague des débaptisations. Il y a eu la vague des débaptisations, tout ça. Bon, il fallait ramener les noms d'origine. Bon, c'est pourquoi nous sommes revenus en Caille. Parce que pour nous, Caille, c'est la déformation de blanc, mais nous disons Caille en langue locale. C'est pourquoi nous sommes revenus à Caille. Voilà.
Voilà. Alors, puisque je disais tout à l'heure que c'était une vraie carte de visite, n'est-ce pas, que vous nous présentez dans cet ouvrage, j'aimerais bien que nous parlons des différentes tribus, n'est-ce pas, qui composent cette localité. Vous parlez des Bakamba. Oui, bien sûr, il n'y a pas que de Bakamba, mais enfin, les autochtones sont les Bakamba. Oui. Hein, les autochtones sont les Bakamba, mais vous savez bien que quand, après le passage du chemin de fer, on met en valeur la localité avec l'installation de Jean-Dominique Otino, qui crée les industries que nous avons là, j'en parle là dans le livre, mais qui dit industrialisation dit main-d'œuvre. Et donc nécessairement, il fallait l'industrie qui s'est développée, toute l'activité commerciale qui s'est développée, mais a attiré du monde. Il faut de la main-d'œuvre pour réaliser les activités. Quelque part, les gens parlent, même quand Youlou fait sa tournée avec Kasavubu, ils arrivent à Jacob et il y a un meeting, un grand meeting qui est organisé. Et Youlou, indexant, l'autre là, peut-être pas indexant, mais enfin en signalant que nous avons en présence de nous un invité de marque, il y avait à ses côtés Jean Villegrain, qui était venu racheter les actifs de Jean-Dominique Otino. Mais on était en train de lancer la création de la sucrerie. Et il disait que d'ici là, c'est ce que Youlou dit, mais ne vous en faites pas, d'ici là, il y aura du boulot. L'entreprise qui est créée là aura besoin de plus de 8000 travailleurs. Donc ça voilà, dépasser les autochtones, bien sûr. Et donc beaucoup sont venus de la contrée de Mouyonzi. Donc là-bas à Mouyonzi, il y a beaucoup des ethnies, vous savez bien, il y a les Bende, il y a les Minkenge, il y a les Lali, il y a les Teke, et du côté de Sibiti, vous avez aussi les Teke, les Bayaka, les Bambama, et plus loin même du côté de Mosenju, les gens sont partis là, et les gens aussi sont venus de Bokosongo, les Badondo, les Basundi, de Fouati, même plus loin de la RDC, hein, il y avait une forte colonie à l'époque c'était le Congo belge qui était là, qui sont venus pour travailler, pour couper la canne à sucre. Et ceux du Congo belge avaient déjà une expérience de la coupe de canne à sucre parce qu'il avait déjà une sucrière là-bas. Et donc ils sont venus nombreux pour couper la canne à sucre. Et ce qui fait que ça a créé ça a fait donner naissance à cette ville. Donc de la gare de Jacob au village Jacob, on est arrivé au PCA, au district et à la commune de plein d'exercices. D'accord. Et aujourd'hui, il y a combien de tribus on arrive à dénombrer dans cette localité? Mais c'est ce que je vous ai dit là, mais enfin, ça ajoute maintenant, avec le développement de l'activité économique, vous savez qu'au départ, ce sont les tribus qui sont non loin de la contrée. Donc c'est pourquoi j'ai d'abord parlé de Bakamba, de la zone de Mouyonzi, Sibiti, mais après, il y a eu des gens qui sont arrivés dans cette activité. J'en parle d'ailleurs là-dedans. Mais les Bakamba dans la zone, on ne pouvait pas trouver toutes les compétences. Il y a des compétences qui sont parties de Pointe-Noire. Les cadres qui sont partis, parce qu'à Pointe-Noire, les gens étaient déjà scolarisés. Et il y a d'autres qui sont partis de Brazzaville. Pour venir travailler là. Mais il faut dire que les gens sont venus de partout, de toute la République. Même aujourd'hui, si vous allez à Caï, vous trouvez toutes les tribus de la République, du nord au sud, tout le monde est représenté là-bas, attirés justement par l'emploi. Une vraie hétérogénéité. Oh, bien sûr, un melting pot, j'en parle. Naturellement, vous en parlez. Alors, et là, je m'arrête tout de suite. C'est vrai qu'il y a tout un cheminement, mais puisque nous en parlons aujourd'hui, économiquement parlant, qu'est-ce que représente finalement cette localité? Avec, s'il faut dire, la route qui existe. Oui, bien sûr. Il faut même déjà parler rapidement du fait que, dès le départ, après le chemin de fer, c'est Otino qui installe sa féculerie. Après, on arrive à l'huilerie. L'huilerie, d'ailleurs, il faut signaler, qui a été relancée par Congo Oil Énergie. Ensuite, nous avons la première sucrerie, la deuxième sucrerie, la minoterie aliment bétail. Vraiment, il y a beaucoup d'activités. C'est vraiment un grand pôle économique. Mais disons que même en termes du poids économique dans le pays, oui, parce que parmi les produits qui sont
exporté dans notre pays, il y a le sucre. Il y a le sucre. Il y a le sucre. Voilà, depuis toujours, il y a le sucre. Vous avez fait mention des deux. Et donc, au plan économique, maintenant la route, naturellement, est venue ajouter, bien sûr, la route qui traverse. Il faut dire qu'un cahier est traversé par la route nationale, bien sûr, mais il y a aussi le chemin de fer. Ah oui, il y a aussi le chemin de fer. Donc, il y a le chemin de fer qui passe par là, il y a la route qui passe par là, et donc c'est devenu un grand pôle économique. Et bon, il faut même dire que ça centralise un peu. Parce que quand vous partez de Mabombo, facilement vous pouvez sortir d'un Kayi pour aller à Brazzaville, Pointe-Noire. Si vous partez de Bokosongo ou de Bokosongo, vous pouvez facilement sortir en Kayi pour aller à Brazzaville, Pointe-Noire. Si vous êtes à Kibongo, il faut vous le dire, même à Londres-la-Caille, c'est plus facile de venir par Kayi que d'aller par Dolisie. C'est plus proche. Si les pistes agricoles étaient bien travaillées, vous reliez facilement la grande voie goudronnée à partir d'un Kayi. Donc vous voyez bien que c'est un véritable centre. Ok. Et dans cette carte de visite de l'histoire de Kayi que vous faites, et dans cette carte de visite, il faut dire que vous parlez aussi des mouvements religieux. Mais lorsque je regarde finalement l'architecture que vous présentez de tous ces mouvements religieux, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu l'existence, n'est-ce pas, des mouvements traditionnalistes comme ça? Parce que lorsque je regarde, vous parlez des mouvements Église catholique, Église évangélique, salutiste, kémanistes, ngozistes, panthélacistes, musulmans, mais fondamentalement, avant l'installation de tout ceci. Bien sûr, mais écoutez, les Bakamba, qui sont donc venus de Congo Totila, croyaient en Dieu, en Zabimpungu. Donc ils avaient des croyances et ils avaient leur comment on appelle leur et qui devait être l'âme en fait. Bien sûr, et puis leur je sais pas, domaine initiatique, ils avaient les lemba, ils avaient les, donc ils avaient des croyances. Ils avaient des croyances, ils avaient un zarim pour vous voyez bien qu'après arrive le christianisme qui est venu un peu comme balayer tout ça. Et une façon de dire que tout le limba n'existait plus, ou cette âme traditionnaliste qui n'existe plus? Non, je pense bien, mais quelque part même quand j'aborde la question sur les guérisseurs, quelque part j'en parle. Des Nganga. Les Nganga Mpodi, les Nganga. Trois catégories. Bien sûr. Oui, les catégories des Nganga, mais ça c'est tiré justement de nos croyances ancestrales. Voilà. Et parlez-nous-en, parlez-nous de ces trois catégories Nganga qui représentent fondamentalement cette. Oui, mais enfin, là-dedans, j'aborde simplement pour dire qu'avant que les Blancs n'arrivent, nous avons nos croyances et pour gérer un certain nombre de problèmes, il y avait des spécialistes qui étaient là, qu'on appelait les deux noms, n'est-ce pas, les tout derniers. Voilà. Donc, qui étaient, bien sûr, le nommé était au-delà. Bien sûr, au-delà de la contrée. J'ai parlé du grand Nganga qu'on appelle qui est là-dedans. Il y a Moulela, Ntassane Moulela, et il y a Membangou, et puis d'autres, j'en parle, mais c'était des gens spirituellement très élevés. Je pense réellement qu'aujourd'hui, l'installation de tous ces mouvements religieux ont vraiment étouffé tout ça. Bon, je ne pense pas, mais il y a de plus en plus les gens vous êtes député de la localité, vous traversez, vous sillonnez le départ. Non, bien sûr, je sais. Il y en a qui sont restés dans la tradition. Mais bon, pour la plupart, ils ont été christianisés. Il y a beaucoup de mouvements, j'en parle, là, tous les mouvements qui ont traversé la contrée, ça fait que, vous savez que il y a longtemps que l'église, surtout les catholiques, sont arrivés dans la contrée, surtout à Boansé, c'est dans les années 1800 et quelques qui sont arrivés. Et donc ils venaient évangéliser toute cette zone-là jusqu'à chez nous là-bas. Ensuite est arrivé le mouvement qui est arrivé de la RDC, le mouvement évangélique. Et puis bon, il y a tout ce que vous avez qui sont suivis avec les kimbanguistes, j'en parle là dans le livre. Et tout ça, c'est passé par la contrée. Et il y a encore ça a dominé quoi, ça a dominé la zone. Et de plus en plus, ça a minoré
tout ce qui était de traditionnel. J'aimerais bien savoir, Jean Kouka Bouendo, quelle était votre démarche, n'est-ce pas, dans la commission de cet ouvrage, comment vous avez procédé, est-ce qu'il y a eu... vous êtes rapproché, vous avez dit que vous êtes rapproché des anciens et tout, mais est-ce que vous l'avez fait personnellement ou par des personnes interposées? Est-ce qu'il y a eu des intermédiaires? Et quelles ont été les difficultés rencontrées, n'est-ce pas, dans la commission de cette carte? Moi, je l'appelle carte de visite, parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, vous avez répondu à un devoir de mémoire. Ah, tout à fait. La difficulté que nous avons eue, c'est quoi? C'est que d'abord, dans nos administrations, il n'y a plus d'archives. Ça, c'est la première difficulté. Et donc, il fallait aller dans les maisons des gens pour trouver quelques archives résiduelles. Authentifiées, quoi. Voilà, que j'étais en train de collecter dans les maisons des gens, des maisons des anciens. Mais sinon, au niveau de l'administration, vous savez bien qu'il n'y a presque plus rien. Bon, c'est vrai qu'au niveau de Madingou, j'ai pu retrouver quelques archives dans les journaux, le journal de la République, et puis le journal officiel de la République, et j'ai lu quelques ouvrages, et je me suis rapproché des vieux qui travaillent dans l'administration coloniale. Il y en a quelques-uns, j'en cite le vieux Nika par exemple qui est là. Il a vu passer presque tous les commandants blancs à Madingou, et j'ai pu le retrouver. Il est encore en vie, Dieu merci, mais il y a d'autres qui ne sont même plus vivants là que j'ai rencontrés et qui m'ont donné beaucoup d'informations. Mais enfin, je suis quand même passé un peu dans tous les districts. J'ai sillonné l'Udima, je suis allé à Bokosongo, Madingou, enfin je fouillais un peu pour trouver quelques archives, mais pour la plupart du temps, ce sont des témoignages, c'est l'oralité. Les sages, les vieux que j'ai rencontrés. Pour ce qui relève de l'oralité, vous avez eu le temps d'authentifier un peu ces éléments? Oui, je comparais, je retenais ce qui revenait. Je retenais ce qui revenait. Et j'ai moi-même aussi écouté beaucoup de choses. Et je suis allé aussi vérifier. Il y a quand même des informations qui existent dans les livres d'histoire. Quelques bribes d'informations qui sont dans les livres d'histoire qui ont venu un peu confirmer vraiment certains propos. Bon, c'est pourquoi j'ai d'ailleurs pris le soin de mettre un certain nombre de documents officiels. Vous voyez bien que quand on débaptise la ville, on débaptise la localité de Caille pour en faire Jacob, c'est un arrêté du gouverneur général Antonetti. Et vous avez dans les... J'ai mis l'archive, voilà, dans les annexes, vous avez... Pour que les gens ne s'interrogent pas, qu'on ne pense pas que c'est fantaisiste. Oui, c'est bien le gouverneur qui avait pris un arrêté pour débaptiser ces localités-là. Et donc, vous voyez un peu que j'ai pris le temps de vérifier certaines informations avant de les confirmer dans le document. Voilà. Tout à l'heure, en vous présentant, Jean Kouka Bouendo, j'ai mentionné, comme passant, vous avez occupé des fonctions telles que vice-président du bureau exécutif du conseil départemental de la Bouenza, et autres, un peu, toujours dans... J'ai même travaillé comme attaché à la présidence de la République. En fait, ce que je voulais savoir tout de suite, c'est est-ce que la démarche ou les motivations qui vous ont poussé à commettre cet ouvrage, n'est-ce pas, finalement, dans ces méandres, dans ces démarches, ça n'a pas vraiment aiguillonné davantage cette envie de vous positionner comme candidat à la députation aux élections 2007. Parce que ça n'a pas vraiment... Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Parce que vous voyez bien que... j'ai été candidat à la députation. J'avais commencé à être candidat depuis 1992. Donc un peu avec le vent de la démocratisation, juste au début. Quand on lance les élections en 92, j'étais déjà candidat à la députation. Peut-être que, je n'avais pas encore vraiment cette idée-là. Mais enfin, tout ça c'est venu conforter quand même. Pour dire, écoutez, d'accord, nous faisons tout ça, mais après, l'histoire va disparaître. La mémoire va disparaître. Je constate devant moi que la plupart, déjà certains vieux, je commence à les rattraper presque au soir de leur vie, qui me relatent un certain nombre d'informations. Alors, autant peut-être écrire ça dans un livre, peut-être que ça peut aider la génération future pour savoir d'où l'on vient. Parce que j'ai bien aimé une phrase là de Winston Churchill dans son ouvrage intitulé Mémoire de guerre. Et je cite, plus vous regardez loin dans le passé, plus vous verrez loin
dans le futur. Et je crois que c'est vraiment important. Si nous perdons les repères du passé, c'est un peu difficile que nous avançons correctement. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Hein. Mais comme on a oublié, on recommande les mêmes erreurs. Alors que par le passé, nous sommes passés par là, on a connu ce que ça a donné, mais puisqu'on a oublié, et tout de suite on reprend. Et on reprend les mêmes, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors si on sait qu'on était passé par là, ce qu'on a vécu, je crois qu'on peut éviter ou bien on peut avancer. Voilà. Chers amis culturels, Histoire d'un cahier département de la Bouenza, c'est l'ouvrage que nous présente sur le plateau de Cultura Jean Kouka Bouendo, ouvrage paru aux éditions L'Harmattan Congo. Il faut dire une vraie carte de visite donc de ce département de la Bouenza, mais particulièrement, n'est-ce pas, de la localité de Caille, dont l'auteur est, il faut dire, le représentant donc à l'Assemblée nationale, et également de la ville de Nkaï, puisque il faut dire que c'est à cheval entre cette localité et la ville de Nkaï. Et vous nous parlez, n'est-ce pas, finalement, de toutes les limitations qui, finalement, dont Nkaï et Nkaï, Jacob, naturellement, ont été sujets. Je voulais dire quelque chose. C'est qu'on ne peut pas parler de la localité de Nkaï sans parler de Ludima, oui, de Bokosongo et de Madingu. Naturellement. Simplement parce que Madingu, c'était la circonscription administrative qui englobait Caille. Pendant que c'était encore village, jusqu'au moment où ça devient PCA, c'était sous Madingu. Et donc, voilà. Vous le mentionnez. Et Ludima, parce que c'est le premier centre administratif qui a été créé par le colon. Je crois que ça doit être même la première sous-préfecture dans la République. Hein, Alors, et donc, beaucoup des terres, parce que les localités à l'époque c'était divisé par terre, beaucoup des terres actuellement de Caille étaient dans le giron de Ludima. Et il y a certaines terres qui sont actuellement à Caille étaient dans le giron de Bokosongo. Donc aujourd'hui, quand on crée le district de Jacob, en fait, il y a une partie qu'on coupe à Ludima, qu'on amène, il y a une autre petite partie qu'on coupe, donc la terre Kingoy, qui dépendait de Bokosongo, est venue dans Jacob, la terre Yombe Sasa, qui était à Ludima, et la terre Moutela est venue à Jacob. Donc, et Jacob lui-même était sous la juridiction de Madingu. Et donc c'est pourquoi vous voyez qu'on ne peut pas parler de Caille sans dire un mot sur Ludima, sur Bokosongo et sur Madingu. Et pourtant vous remontez au plus loin, n'est-ce pas, de l'histoire lorsque vous mentionnez Absolument. Que finalement cette localité était à l'époque soumise, n'est-ce pas, au département du Poul. Bien sûr. Absolument. Mais nous découvrirons, ils vont lire. Ça, c'est naturellement. Quand je parlais tout à l'heure des mutations, toutes ces mutations, ces divisions qui sont intervenues, vous montrez la vraie histoire, pour ne pas dire tout le chemin historique. Tout à fait. Parce que le Poul s'arrêtait, si vous avez déjà fait la route nationale Brazzaville-Pointe-Noire, le Poul s'arrêtait là où ils ont placé le péage pour aller à Ludima. Il y a une rivière qu'on appelle Loari. C'est là que le Poul s'arrêtait. Donc le gouverneur ou le commandant du Poul, quand il accompagnait le gouverneur général qui allait par exemple dans sa tournée pour aller au Niari, eh bien, il venait le laisser là, sur la route fédérale. Il le laissait là et c'est ceux du Niari maintenant qui le prenaient, lui il repartait à Kinkala. Voilà. Donc simplement parce que vous avez mentionné Ludima, vous avez mentionné Bokosongo, je voulais simplement rappeler bien sûr, que dans votre ouvrage, bien sûr, plus loin, absolument, parce que nos aïeux venaient payer l'impôt à Mayama. Nos aïeux. Voilà. Histoire d'un cahier département de la Bouenza, paru aux éditions L'Harmattan Congo, avec Jean Kouka Bouendo comme auteur. Alors dites-moi, Jean Kouka Bouendo, la commission de cet ouvrage n'a-t-elle pas suscité en vous une vocation d'historicien, certainement, d'historien? Non, j'écris, mais je l'ai dit dans mon livre que ceux qui sont les historiens vont certainement prendre le relais pour améliorer, c'est un travail humain.
Je ne fais que commencer. Il y a beaucoup de pistes qui sont lancées là. Et je crois que ceux qui sont du domaine pourront approfondir. Et ils auront un peu de la matière là. Parce que bon, nous ne faisons que débrayer. Hein. On a mis quelques éléments là. Mais eux qui sont de la matière, des pistes voilà, ceux qui sont de la matière, je crois qu'ils pourront aller plus loin. Mais au moins, il n'y a pas de vide, il n'y a plus de vide. Hein. Donc, on ne peut plus dire que bon, il n'y a rien qui est sur un cahier, bon, on cherche partout, non. Il y a quand même quelques éléments qui sont fixés là, et je crois que ça pourra aider ceux qui vont se pencher sur la question prochainement. Mais en tout cas, je le dis, ceux qui ont des manuscrits, des tapuscrits qui sont encore dans les tiroirs ou bien c'est pas caché quelque part, sur l'histoire d'un cahier, ils peuvent les sortir pour améliorer, amender tout ce que nous avons dit. C'est un travail humain. D'accord. Alors, un mot sur l'accueil, Jean Kouka. Quel a été l'accueil, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour de cet ouvrage par les ressortissants, ceux qui ont, oui, je vous assure qu'il y a un engouement, ils veulent bien, ils m'appellent de partout pour justement, ils veulent lire cet ouvrage-là. Ils m'appellent de partout, ils sont intéressés. C'est vrai qu'il y a eu un de cadets qui avait écrit quelque chose sur un cahier, mais ici on a plus de détails. Bon, je comprends, il est plus jeune que moi, il n'a pas eu les mêmes chances que moi j'ai eu de côtoyer des plus anciens pour avoir les informations que moi j'ai mis dans cet ouvrage-là. Il a fait un bon travail, mais lui a beaucoup plus parlé d'un cahier, n'étant pas de la génération de Jacob. Il s'est basé sur un cahier. Or, nous repartons un peu à la genèse. Et c'est pourquoi ça vient un peu comme compléter ce travail-là. Mais c'est un travail complémentaire. Nous devons faire de telle sorte qu'on puisse l'améliorer pour que nous ayons pour notre localité une vraie histoire complète. Voilà. Et il faut dire un mot, il faut aussi dire que vous abordez aussi la dimension politique, pour ne pas parler des mouvements politiques ancrés dans... Mais naturellement, là où il y a les hommes, c'est la société. Et la société organisée au plan politique, et j'en parle, hein, dès le départ, je remonte même plus loin, parce que, avec le PPCA de Tister, Félix Chikaya, j'allais dire, le PPCA, nous avons un leader, c'était Michel Kibangou, mais qui après va se retrouver naturellement avec Youlou dans l'UDDA. Et Michel Kibangou est notre premier député, parce qu'il était député de Madingo, mais comme je disais que Madingo avait sa circonscription qui allait jusqu'à Jacob, à Caille. Et donc notre député à l'époque, c'était le premier, c'est Michel Kibangou. Et après, il y a eu, comme vous le savez, tout a vibré avec l'évolution. Le MNR. Le MNR, nous sommes passés au Parti Congolais du Travail. Parti Congolais du Travail, avec... donc la CAI, Jacob, ont vibré au rythme justement de tous ces mouvements que nous avons connus dans notre pays, avec le MNR, la GMNR, le Parti Congolais du Travail, jusqu'à mon arrivant à la vague de la démocratisation 90-91, où il y a eu le pluralisme, et d'autres partis ont pu se créer, qui sont allés conquérir, bien sûr, la contrée, voilà. Naturellement. Alors, comment vous percevez l'avenir de Caille et donc de la localité de Caille et naturellement de la commune de Caille? Bon, l'avenir, je pense que Caille peut s'estimer, c'est une ville qui peut s'estimer heureuse parce que dès le départ, elle a eu des structures. C'est vrai que économique, bien sûr. Vous savez bien que là où l'économie marche très bien, on peut s'organiser. Bon, il y a eu un peu de retard, ça a pris du retard, mais avec la route carrossable qui est passée, le fait que c'est une localité bien placée, dans le cas géographiquement, il y a toutes les chances que beaucoup de choses ont pu se développer. Il y a de l'avenir, et nous saluons un peu les efforts qui se font. Par exemple, la reprise de Ulka peut encore venir donner du tonus à la localité. J'espère qu'il y a d'autres activités qui vont s'installer, mais les potentialités y sont. Il y a une population active très dynamique, surtout une jeunesse. Et donc ça pourrait faire telle sorte que l'avenir, il y a plus que il y a la jeunesse, il y a les ressources,
et il y a les potentialités. Bon, il reste simplement que, nous les hommes, nous faisons ce qu'il faut faire pour que nous mettons en valeur et que la ville puisse aller de l'avant. D'accord. Et j'aimerais dire, parmi les annexes, n'est-ce pas, qui figurent dans cet ouvrage, vous avez les tableaux synoptiques des maires de la commune de Ngaï-Jacob. Bien sûr. Vous avez le tableau synoptique également des sous-préfets de la sous-préfecture de Loudima. Bien sûr. Vous avez le tableau synoptique des sous-préfets de la sous-préfecture de Madingou. Absolument. Et tableau synoptique des sous-préfets de la sous-préfecture de Gaï. Bien sûr. Et nous avons aussi la sous-préfecture de Bokosongo. Oui. Et le directeur du complexe sucrier de Gaï, de la Siane. Oui. Bon, alors, c'est des éléments qui naturellement peuvent titiller, n'est-ce pas, aussi la recherche, c'est certain, parce que généralement, d'aucuns se demandent qui a précédé qui. Absolument. Et je pense que là, dans le devoir de mémoire qui a été le vôtre, vous savez quand Villegrain rachète l'affaire de Jean-Dominique Coutinho, qui était en train de végéter un peu, pour plus tard, j'en parle, là, lancer la sucrerie. Il nomme un premier directeur qu'on appelle Bader. Bader se lance un peu dans la culture de la canne à sucre, parce que c'est cette culture qui a été retenue un peu au départ, après avoir essayé beaucoup de spéculations. Je parle d'abord de l'arachide, mais enfin, l'arachide, on avait dit la Wilka. Et donc, Bader se lance dans la culture, mais c'est à un moment donné, il y a la crise économique au niveau de l'Europe, au point où ils ont eu des difficultés pour pouvoir arriver à terme. Et les dettes qu'il avait contactées, ils n'arrivaient plus et ça créait problème. Il a eu des problèmes avec celui qu'il avait nommé, donc Villegrain, et Bader menacé, j'en parle un peu, vous verrez dans le livre des détails, il va se suicider. Nous sommes dans les années 40, 50. Bon, un blanc qu'on trouve dans la savane, qui s'est logé une balle dans la tête, et qu'on trouve très tôt le matin par les paysans ou les paysannes qui vont au champ, qui retrouvent un blanc, vous voyez, ça fait un événement. Et après, comme il avait presque le temps d'aller le retrouver, c'était en petit frère. Donc on n'a pas pu rapatrier les restes mortels, on les a enterrés là où se trouvent actuellement les bureaux de la SIAD. Mais c'est dans l'anonymat. Donc personne ne sait que le premier directeur de cette entreprise avait été enterré là-bas. Okay. Histoire d'un cahier département de la Bouenza paru aux éditions L'Armatan Congo, avec pour auteur Jean Kouka Bouendo, qui est et qui a été l'invité de Cultura de ce jour. Merci Jean Kouka Bouendo. Je rappelle simplement, pour le plaisir de nos amis culturels, et donc que vous êtes congolais naturellement, professeur certifié des lycées en mathématiques, reconverti administrateur des SAF. Vous avez été administrateur, attaché donc administratif à la présidence de la République, directeur de cabinet du premier secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, directeur de cabinet de l'administrateur maire de la ville de Nkaï et vice-président du bureau exécutif du conseil départemental de la Bouenza, avant que les élections, n'est-ce pas, de 2017, les législatives, n'est-ce pas, finalement vous emmène à l'hémicycle et à l'hémicycle, naturellement, et vous représentez la séquence unique de Kaï. Voilà. Merci Jean Kouka Bouendo, et je dirais finalement, l'écriture étant une espèce de drogue, certainement que vous apporterez une autre carte de visite la prochaine fois, et vous serez toujours le bienvenu. Merci. Et merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Amis culturels, nous vous disons merci finalement pour votre attention, et merci une fois de plus. Passez une très belle journée dans vos familles respectives. On se dit à samedi prochain, 14h. Merci.